Alors, Monsieur le Président, cher Arnaud, merci. Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je suis parmi vous. Nous avons jusqu'à maintenant parlé des écoles relatives à l'application des lois. Et ici, avec la légistique, nous sommes face à un tout autre courant, très ancien également, qui est celui des sciences de la législation. Ces écoles ont eu un renouveau dans les années 1970 dans le monde germanophone, sous l'expression Gesetzgebungslehre. Et ces écoles remontent, en tout cas, au XVIIIe, XIXe siècle, les plus connus étant Filangieri. L'âge d'or des sciences de la législation, comme cela s'appelait à l'époque, dans le monde francophone, un livre vient d'en retracer l'historique de Denis Barranger, qui, dans le monde francophone, est novateur. Le même travail a été fait dans le monde germanophone il y a une quinzaine d'années. Et j'aurais pu ici, évidemment, vous retracer l'évolution de ces courants de pensée, donc tous ces chercheurs en droit qui se sont intéressés à la conception, à la manière de fabriquer la loi et moins de l'appliquer. Ici, je vais prendre un autre angle. Je vais prendre celui de l'impact des écoles de l'efficacité sur précisément cette conception de la loi, n'est-ce pas? Et c'est vrai que les écoles de l'efficacité sont souvent réduites à leurs applications économiques. Elles sont en effet trop souvent utilisées pour mettre en exergue une approche managériale du droit typique, l'école du nouveau management public, nouvelle gestion publique, ou bien pour promouvoir un agenda néolibéral en tamisant les processus législatifs, administratifs et judiciaires, sous l'angle trop réducteur, à mon avis, de l'utilité économique et de la comparaison monétarisée. Alors typique, c'est l'école droit-économie, Law and Economics, la fameuse école dite de Windy City, Chicago, n'est-ce pas? Et qui elle-même a engendré l'école qu'on pourrait qualifier des sciences comportementales, Behavioral Law and Economics, également le courant émotion, qui est devenu émotion et droit aussi, et mouvement qui, sous l'impulsion, et là on a une véritable école, on aurait pu faire tout un travail sur le sujet, qui ont donné lieu à aujourd'hui des unités administratives de psychologie politique, avec notamment les nudges, chef de file Cass Sunstein, un philosophe du droit américain bien connu, avec le prix Nobel d'économie de l'an dernier, M. Thaler. Alors, c'est vrai, plus généralement, ces écoles de l'efficacité sont discréditées. Elles sont discréditées dans le sens qu'elles fondraient une mouvance benthamienne à la recherche de l'utilité, de l'efficacité des lois, un outil de gouvernance au motif que ici nous aurions une rationalité des fins, la Zweck-Rationalité de Max Weber, au détriment d'une rationalité des valeurs, la fameuse Wertrationalität. Alors typique, parmi mille, d'un auteur bien connu, le philosophe du droit Michel Villet, que je vais citer parce que c'est beau. Et puis, comme j'ai pris l'avion pour venir et que nous sommes plusieurs à avoir pris l'avion, je me suis dit que je devais citer Michel Villet. Le juriste devient, ouvrez les guillemets, ingénieur, fermez les guillemets, et pourrait user d'une méthode, ouvrez les guillemets, expérimentale, fermez les guillemets, imitée de la grande industrie. Ainsi, dans un aéroport, tout est éprouvé, le sourire et la voix des hôtesses et la profondeur des fauteuils, le fond musical pour procurer aux voyageurs le confort, la décontraction et le profit des compagnies. Sur ce modèle, il conviendrait désormais de fabriquer le droit.
Or, sur ce point, je conteste la critique. Pourquoi ? Parce que l'alternative entre efficacité et valeur n'est pas exclusive. La critique, à mon avis, ne serait justifiée que si l'on était en mesure de démontrer qu'être pertinent, efficace, efficient, empêche forcément d'être juste. Or, concevoir des lois efficaces n'exclut pas nécessairement que celle-ci soit juste. Bien au contraire, le but de la loi juste est et doit être sous-entendu lors de sa mise en œuvre. D'une part, adopter des lois justes qui n'atteignent pas leur but, parce qu'elles sont mal conçues, pas appliquées, incompréhensibles, ne concourt pas à un droit plus juste. Secondement, pas plus que rendre efficaces des lois dont on observe à regret les effets non voulus, voire même pervers. C'est la dérive vers l'effectivisme. Il faudrait donc, bien évidemment, de manière idéale, Aristote le disait déjà, que la rationalité instrumentale, c'est-à-dire l'adaptation des moyens aux fins, la rationalité, soit subordonnée à la rationalité des valeurs, la rationalité axiologique, la verte rationalité. Alors j'essaierai très rapidement de démontrer ici que l'efficacité peut être aussi utilement mise en service de la mise en œuvre des droits humains dans le contexte de gouvernance plus difficile du droit global, par une série de procédés que le législateur pourrait opportunément être amené à piloter de manière stratégique dans le cadre d'une légistique repensée dans un contexte de droit souple. Et pour ce faire, mesdames et messieurs, la légistique doit être entendue dans son sens large, tant matériel que formel, avec un peu un retour dans le temps, et non limité à la seule rédaction législative proprement dite, comment mettre des virgules, des points-virgules. Et comme c'est devenu trop souvent le cas dans le monde francophone, c'est vrai que le mot légistique fait d'abord penser à la légistique dans son aspect formel et rédactionnel. Alors, dans son sens large, la légistique est une méthode qui vise à concevoir des lois qui ont de l'impact, ce qui est évidemment un défi de taille à l'ère du pluralisme normatif, cher à l'école de Sherbrooke, ai-je appris cet après-midi, du droit souple, des concurrences des normativités, du droit coopératif, du droit global. Et cette méthode intègre en un tout cohérent et de manière interdisciplinaire, c'est là son grand intérêt, son immense difficulté, des analyses d'impact, des évaluations législatives et de politique publique, ainsi que des techniques de communication claire. Alors la légistique se rattache bel et bien dans ce contexte aux écoles de l'efficacité, mais elle doit se distinguer du nouveau management public, du mouvement Law and Economics de l'école de Chicago. Pourquoi ? Parce que la loi doit être juste, y compris dans ses impacts, avons-nous dit. Et une conception trop étroite de la légistique, comprise sous un angle d'efficacité économique uniquement, ce serait du rationalisme, doit être critiquée. Pourquoi ? Simplement parce qu'elle ne permet pas de s'assurer que tous les intérêts publics soient pris en compte dans un processus législatif transparent et participatif. À critiquer également, mesdames et messieurs, une évaluation qui se limiterait à mesurer uniquement l'effectivité, c'est-à-dire à vérifier uniquement si les lois sont appliquées dans les faits. Ce qui est déjà bien, me direz-vous, mais pas suffisant, car il importe de prendre en compte l'efficacité plus largement entendue. Pourquoi ? Pour prévenir l'effectivisme, à savoir une mise en œuvre obtuse de règles qui ne se soucieraient ni de la pertinence de la loi, ni de ses impacts auprès de ses bénéficiaires finaux. Appliquer le règlement pour le règlement, sans se soucier de savoir s'il est juste de l'appliquer, par exemple parce que la loi serait désuète, parce qu'elle provoquerait des effets indésirables, est clairement une dérive de l'efficacité. Venons-en maintenant au titre de mon exposé, l'efficacité et les droits humains, ou je les qualifie plus volontiers de droits fondamentaux. La légistique va tout d'abord aider à définir les droits fondamentaux dans leurs effets. On va évaluer l'efficacité
pour déterminer la proportionnalité, c'est bien connu, l'exigence de rationalité pour concrétiser l'interdiction du comportement arbitraire des autorités, ou l'examen des effets pour préciser l'égalité de traitement au-delà de la loi, c'est-à-dire prévenir les discriminations indirectes, pour reprendre le jargon ici du droit constitutionnel. Elle va ensuite aider à leur concrétisation de ces droits et à leur mise en œuvre effective. Et c'est là un objectif majeur. La loi ne doit pas seulement être mise au monde, disait un auteur, elle doit aussi être mise en œuvre. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme a érigé l'effectivité en un véritable principe. Elle a très vite reconnu, dans une affaire errée contre Irlande de 1979, que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La formule est devenue canonique depuis. J'ignore si Walter, je cherche le grand Walter, était à l'origine de cette formule. Nous étions en 1979. Peut-être pas directement, mais indirectement, certainement. Walter est partout. Une attitude purement passive de l'État rend en effet illusoire de nombreux droits, si bien que la garantie de ces derniers peut impliquer, et c'est là la nouveauté de la Cour européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence, des obligations positives à la charge de l'État. La Cour demande à l'État de se montrer actif, et on peut reprendre la triade du philosophe du droit américain Henry Shue, qui, lui, donnait une tripartition des obligations à la charge des États en obligation non seulement de respecter, to respect, mais de protéger, protect, et de mettre en œuvre, fulfill, les droits humains. Ces deux dernières étant précisément des obligations positives. L'obligation de mettre en œuvre, particulièrement pertinente du point de vue légistique pris dans son sens large, demande d'adopter toute une série d'outils orientés vers l'efficacité qui sont stratégiquement nécessaires pour assurer le plein exercice des droits fondamentaux. Alors, quels sont les outils ? Je vais m'attarder maintenant pendant quelques minutes sur les outils qu'offre la légistique dans son sens large. Alors, on a un outillage de base qui est l'étude ou l'analyse d'impact de la réglementation, l'analyse prospective pour concevoir une loi avec de l'impact, et une évaluation rétrospective pour évaluer celle-ci par après. Et tout d'abord, trois éléments. Le premier, la pertinence, le deuxième, la méthode, et le troisième, les instruments. Alors tout d'abord, cette méthode a pour fondement l'idée que la loi doit se baser sur des faits pertinents, suffisamment établis et qui sont publiquement débattus. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque de la désinformation et des troubles que l'on peut, ou des frémissements que l'on peut voir dans la société, revenir sur des faits pertinents et suffisamment établis n'est pas si évident. Et pourtant, une telle démarche est prônée, du moins indirectement, par la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci, désormais, depuis une jurisprudence que je peux qualifier, ou que certains pourraient qualifier de tournant légistique, Animal Defenders International contre Royaume-Uni, un arrêt de 2013, tend à conférer une place essentielle à la qualité du travail légistique effectué par les États membres, en leur conférant une marge d'appréciation qui va dépendre en particulier de la qualité de l'examen parlementaire, je cite, portant, je cite, sur tous les aspects culturels, politiques et juridiques de la mesure législative contestée, ainsi que, je cite toujours, l'ampleur de la consultation pré-législative effectuée dans ce cadre. Plus ce travail légistique est bien fait, plus la Cour octroie une marge d'appréciation élevée à l'État. La jurisprudence vient d'être confirmée dans un arrêt Correia de Matos contre Portugal cette année. Deuxième point, les méthodes. L'évaluation de l'efficacité
doit se dérouler, bien évidemment, selon un certain nombre de méthodes. Et cette question est absolument essentielle puisqu'elle va déterminer la couleur de l'évaluation. En prenant par exemple l'analyse coût-bénéfice ou coût-avantage, cost-benefit analysis, qui implique de monétariser les coûts et les bénéfices les plus importants liés à l'intervention publique, on économise, si je peux utiliser ce néologisme, automatiquement l'efficacité. Alors là, dans les faits, elle est très peu utilisée dans l'Union européenne, dans le droit continental plus généralement. En revanche, elle est tout à fait commune aux États-Unis, mais ce que l'on sait un peu moins, c'est qu'elle est commune surtout pour le travail des agences, c'est-à-dire que la méthode est utilisée pour contrôler la production réglementaire administrative des agences. Elle l'est beaucoup moins, ou quasiment pas, pour les lois du Congrès. Alors on va lui préférer des analyses différentes, les analyses multicritères, en particulier des analyses avec une grande variété. La dernière en date, c'est l'évaluation sociale, multicritère. Et derrière ce débat, vous l'aurez compris, se cache une controverse classique dans le monde scientifique entre méthodes quantitatives et qualitatives. Et c'est vrai que le monde anglo-saxon a très tôt été sensible à la dimension quantitative, où l'analyse monétaire et quantifiée des effets économiques aujourd'hui domine, on l'a dit. Seulement, mesdames et messieurs, l'analyse quantitative n'est pas réservée aux disciplines du management, de la finance ou des affaires. Et c'est là que je veux en venir. Et tout cela ne conduit pas nécessairement à une vision économiste de la vie législative. Et je tiendrai à le montrer de la manière suivante, très rapidement, puisque le temps m'est compté. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme promeut et défend le développement d'indicateurs quantitatifs pour évaluer la mise en œuvre des droits humains, le texte de 2012, et l'ancien commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe le reconnaissait en l'an 2000 déjà. Il disait « Il ne faut pas conclure que la communauté des droits de l'homme doit éviter d'utiliser des faits quantitatifs, bien au contraire, elle doit apprendre à les utiliser. » Dernier point de mon exposé, les instruments, n'est-ce pas, d'efficacité. Alors, la question des indicateurs me permet de passer à la partie instrumentale que contient la loi pour être efficace. Alors, la loi ne peut pas se contenter aujourd'hui des seules mesures législatives classiques, l'interdiction et obligation pour avoir de l'impact. Bien sûr, ces éléments restent totalement indispensables. On a toujours besoin de droit pénal, on a besoin de sanctions vives. Arnaud vient de me donner un exemple à HEC Paris d'un tag extrêmement déplacé et un acte tout à fait pendable. Et la loi doit bien évidemment conserver ce type d'instrument. Mais seulement, ces instruments-là ont des limites, n'est-ce pas? Et c'est précisément en s'orientant avec une plus grande souplesse des instruments de coopération et de conviction, et la loi, en d'autres termes, doit s'approprier ce pluralisme normatif, un peu comme un prof de judo qui gagne par la force de son adversaire en essayant en plus de légitimer ce type d'éléments. Et je vais donner 4 exemples que je ne développerai pas, mais que je fais volontiers ensuite dans la discussion. Le premier, c'est celui des indicateurs qui se cachent derrière un instrument souple que l'école de Bruxelles a abondamment étudié avec Benoît Friedman, Arnaud Weinberg et Gregory Lefkovitch notamment, puisqu'on remarque qu'il existe de nombreux indicateurs en matière de respect des droits de l'homme, de naming and shaming, d'égalité salariale, de degré de représentation féminine dans les conseils d'administration, de mesure de l'intégrité du secteur public avec des indices de perception de la corruption, etc. Donc il existe tout un arsenal. Je ne parle même pas du droit de l'environnement où cela existe aussi depuis longtemps. Deuxième élément, l'évaluation par les pairs ou non des droits humains. Alors c'est le travail, par exemple, de l'examen périodique universel effectué par le Conseil des droits de l'homme. Et, de manière extrêmement intéressante, ce procédé d'évaluation s'applique aussi pour les actes non obligatoires. Et donc, la méthode peut paraître surprenante,
Mais l'idée ici, c'est que le contrôle de l'application d'un acte non obligatoire, une recommandation, fait le pari qu'un texte non obligatoire mis effectivement en œuvre vaut mieux qu'un texte obligatoire qui ne le serait pas. Exemple, alors évidemment ça pose des questions de légitimité du mécanisme, tout le monde en convient. Je donne un exemple, le groupe d'État contre la corruption, le GRECO, est compétent pour adopter des recommandations pour assurer l'exécution d'une recommandation sur les règles communes contre la corruption. Extrêmement intéressant et ça marche. Troisième exemple, les normes ISO. Et si la plupart d'entre elles sont vraiment techniques, par exemple celles qui standardisent le degré de cuisson des pâtes, une autre que je ne mentionnerai pas parce que nous n'avons pas le temps, mais je dis quand même le titre, une méthode de représentation uniforme des sexes humains pour l'échange d'informations, l'ISO 5218. Alors, à part celle-ci, certaines ont des véritables ambitions de politique publique, environnementale et sociale, des normes sur les droits humains et le droit humanitaire, la lutte anticorruption, la criminalité dans l'espace public, des normes ISO que vous connaissez sur la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, la 26 000, l'environnement, la 14 000, et même des normes, tenez-vous bien, je ne les connaissais pas avant d'avoir fait la recherche, sur les organismes électoraux et même la gestion des collectivités locales. Quatrième exemple, et ensuite j'arrête, l'approche intégrée, le mainstreaming, en matière qu'on connaît bien, en matière d'égalité des sexes, d'environnement et même de droits humains. Une résolution de l'ONU de 2005 le propose. C'est des méthodes, des actes de gouvernance que Arnaud a étudiés. Il n'a pas étudié directement celui-ci, mais ça fait partie de ces actes qu'on arrive assez difficilement à placer dans l'instrumentaire d'action, mais qui ont quand même une certaine efficacité. Le mainstreaming vise à diffuser les objectifs d'une politique publique spécifique de manière transversale dans l'ensemble des autres politiques publiques à toutes les étapes de celle-ci. Conclusion. Les écoles de l'efficacité, mesdames et messieurs, ne sont pas nécessairement des excroissances néolibérales. J'espère avoir pu vous convaincre qu'elles pouvaient être mises en œuvre, qu'elles pouvaient être au service de la mise en œuvre des droits fondamentaux, afin que ces derniers deviennent du vrai law in action and not only in the books, pour reprendre le titre de l'article de Roscoe Pound paru en 1910 déjà. Je vous remercie, mesdames et messieurs.